Maman! C'est l'heure de retrouver José Soucy. On s'est beaucoup amusé, désolé. Il y a des matins, il n'y a rien qui marche, ben, c'en est un. Moi, pas en plus une feuille blanche, non, c'est de l'autre bord, OK. Bon. Il y a des jours comme ça. Ah oui, oui. Vous ne saviez peut-être pas, mais José, c'est un vrai clown. Oui, mais des fois, c'est contre ma volonté. Tu sais, des fois, tu veux être drôle, mais des fois, tu es drôle sans le vouloir l'être. Puis c'est là que c'est le plus drôle, en réalité. Oui, effectivement. Là, ça a bien fonctionné ce matin. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Hein? José, hier, tu as eu une grosse soirée. Oui, quand même, oui. Tout d'abord, tu t'es rendu du côté de la 14e édition du défi Tête rasée. Absolument, c'est la 14e édition, il faut le dire. Et puis depuis le début, ils ont ramassé presque 1 million et on pense l'atteindre cette année. On est à 938 000, quelque chose de même. Oui, dans la région. Oui, on parle dans la région ici. Oui, c'est bien. Sincèrement, je veux rendre hommage aux gens qui participent. Là, les présidents d'honneur cette année, c'est Francis Rouleau du IGA et Alexandra Lemieux, la Chambre de commerce. Puis, ils font un excellent travail, c'est des bons vulgarisateurs, puis je pense que c'est des bonnes personnes cette année pour remplir la mission que Leucan s'est donnée dans la région. L'année passée, c'était le député Bernard Généreux. Également, parce que là-dedans, on parle de beaucoup de monde, mais des fois, on en oublie. Je voudrais pas oublier les gens du Café au coin du monde, Stéphane et Pierre. Ça fait plusieurs années ça que ça fait se passe plusieurs chez années. eux. Exact, ils sont vraiment impliqués, puis je pense que c'est important de leur rendre hommage ce matin, parce qu'ils font un travail formidable concernant le Leucan. Et bravo à la région qui se mobilise pour la bonne cause, parce que c'est pas facile. Là. Hier, on racontait l'histoire de la petite Félix, c'est des gens du secteur de Lillet, puis les parents très émotifs. Et moi, j'ai des enfants, je sais ce que c'est, j'ai pas vécu la maladie, heureusement pour moi. Mais lorsque j'entends ces histoires-là, également Alexandra Lemieux qui a raconté une histoire avec je pense que c'est sa fille. Pendant 3 jours de temps, là, elle a eu une genre de bactérie, puis elle a été obligée d'être à l'hôpital 3 jours de temps. Ils ont réussi à trouver c'était quoi le problème. Ils ont réussi à guérir de ce que j'en ai compris. Mais lorsque quelque chose t'arrive là, à tes enfants... Je pense que c'était même la semaine dernière ou la semaine précédente. C'est fort possible. C'est vraiment très récent. C'est fort possible. Puis, tu sais, ça te connecte sur les vraies affaires. Souvent, on oublie que... Il y a des problèmes. On est comme sur un élan, malgré que les 2 dernières années ou les 3 dernières années avec la COVID, je pense que ça nous a fait beaucoup réfléchir à bien des égards concernant nos vies. Mais lorsque tes enfants sont touchés, on ne veut pas ça. Et tu sais que le travail de Leucan, la recherche, là, ça a augmenté, là, vraiment, le taux de guérison a augmenté, je pense, jusqu'à 80 quelques %, alors qu'au début, c'était quelque chose comme 15 à 18 %. Il y a énormément de recherche et de bénéfices depuis les dernières années en recherche concernant les maladies, le cancer et compagnie, de sorte que c'est une importance capitale, je pense, en région, d'agir de cette façon-là. On a toujours des bons organisateurs, des bons représentants, des présidents d'honneur. Cette année, Francis Rouleau, Alexandra Lemieux. Je pense que ça va bien fonctionner. Et si les gens veulent participer, allez-y en grand nombre. Et les têtes là, vont se faire raser le 17 juin prochain au Café Bistrot au coin du monde. OK, quand tu dis si les gens veulent participer, c'est les gens qui veulent ramasser de l'argent, se faire raser la tête ou seulement donner les deux? Oui, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. OK, parce qu'on cherche encore du monde. Ça, je voyais sur le Facebook de Francis Rouleau. Je ne sais pas comment on procède exactement, là, mais tu récoltes de l'argent. Puis en plus, j'ai oublié, la grosse affaire cette année, là, et ça, c'est grâce à Francis Rouleau du IGA, on va avoir des cartes cadeaux à faire gagner d'épicerie. Et là, ça, c'est régi par l'alcool et les jeux. Là, ceux qui s'occupent de ça, notamment, je pense, de l'Auto-Québec et compagnie. C'est-à-dire que tu vas avoir 3 cartes cadeaux à faire tirer, une de 2 500 $, une de 1 500 et l'autre de 1 000 $. Hey, c'est pas rien. Non, aujourd'hui, c'est extraordinaire, ça. Exact, parce que l'épicerie, on le sait, ça te coûte de plus en plus cher. Et si tu as l'occasion, la chance de remporter un tel prix, ben moi, je pense que c'est un plus pour tout le monde. Je veux dire, on sent le dynamisme de Francis Rouleau derrière. Là, on commence à le connaître, Francis. Puis également, Alexandra Lemieux, qui est une découverte. Hein, je la connaissais pas, cette madame-là. Mais je la suis avec la Chambre de commerce. Puis elle et madame Nicole Robert font une belle paire, sincèrement. Je fais pas du jeu de mots plate, je te pensais ce que je viens de dire. Non, mais depuis l'année dernière, effectivement, on sent un renouveau du côté de la Chambre de commerce avec ces 2 femmes-là qui s'entendent comme larrons en foire et qui travaillent magnifiquement bien ensemble. Ben oui, tout à fait. Puis c'est un bonus pour la région, sincèrement. Et tout ça pour te dire que hier, j'ai été réellement impressionné de voir ce beau monde-là travailler ensemble. Et l'ambiance était festive. Par ailleurs, Michel Montminy était présent. Tous les médias, on était ensemble présents. Puis il n'y avait pas de rivalité hier. On travaillait tous ensemble pour la même cause. Puis le texte, je vais le faire au courant de la journée. Là, vous devrez le voir sous peu sur la page de CMA-TV. Bien, ça fait du bien à entendre. Ben oui, ça fait du bien. Tu as parlé d'épicerie. Sais-tu, on va faire un petit tournant de ce côté-là. De la coop IGA, on va se tourner vers l'Oblat parce qu'on sait que l'Oblat, à Noël, nous avait fait
pour ses consommateurs un répit. Elle avait décidé de ne pas augmenter les prix sur ses produits jaunes, les produits sans nom. On en a parlé la semaine dernière que c'était fini, ce répit-là. Eh bien, on apprenait cette semaine, c'est hier d'ailleurs en fin de journée, que Loblaw est confronté à plus de 1000 demandes de hausse de prix de ses fournisseurs. Ça veut dire que ils vont pas les refuser, les hausses de prix des fournisseurs. Ils n'ont comme pas le choix, à quelque part, s'ils veulent offrir les produits. Donc, oui, ça a un impact sur les résultats financiers de Loblaw, mais je pense que ça va avoir un impact sur les résultats financiers de monsieur, madame, tout le monde aussi, d'avoir encore cette augmentation-là. Et si Loblaw a cette augmentation-là, j'ai comme l'impression que tous les autres épiciers vont vivre ce genre de situation-là encore aussi. Écoute, tu sais que les épiceries, là, les distributeurs, c'est eux autres qui font l'argent, là, parce que l'épicerie, tu n'as pas le choix d'y aller. Je veux dire, c'est un des besoins de base de manger. De sorte que tu vas toujours mettre plus d'argent là-dedans que le reste jusqu'à un certain point parce que c'est un besoin de base, comme je viens de dire. Donc, eux, les revenus continuent d'augmenter. Oui. Par contre, les revenus des citoyens, des payeurs de taxes, de nous, là, ça n'augmente pas. Parce que l'épicerie, on s'entend, là, c'est rendu dispendieux. Écoute, ça te coûte 60$, tu pars de là avec un sac. Oui, on réfléchit davantage en faisant notre épicerie de plus en plus. Là. Mais il va falloir que ça arrête également. Il va falloir que tout le monde commence à comprendre qu'on travaille ensemble et que c'est pas juste de faire des profits. Oui, continuer à faire des profits, mais en même temps, penser aux consommateurs. C'est parce que c'est l'offre et la demande. Ça me fait penser un peu au logement dans la région de Montréal. On en parle avec les immigrants là, qui rentrent à Pochetot au Québec là, sans qu'on ait de restrictions. Mais il y a un coût à ça, notamment sur les logements. C'est l'offre et la demande. Tu as vu dans le secteur de Montréal les logements qui augmentent? Des fois, pas seulement dans le secteur de Montréal. Je dirais que j'ai été surprise de voir les prix des logements dans la région ici aussi. Là. Ça a augmenté énormément. Non, mais absolument, c'est ça que je te dis. Au-dessus du taux qui était... à chaque année, on sait que la Régie du logement donne un taux alentour de qu'est-ce que ça serait correct pour faire l'augmentation selon l'inflation et tout. Et la plupart des augmentations que les gens ont reçues étaient au-dessus de ce pourcentage-là. Là, absolument, c'est parce que c'est l'offre et la demande. Lorsque la demande excède l'offre, ceux qui ont des logements à louer, ben, c'est eux qui ont le gros bout du bâton. Bien, ça fait des années qu'on dit qu'on manque de logements. Non, mais... Puis là, ben... Tu sais, avec les immigrants qui rentrent à Pochetot, dans le secteur de Montréal, Roxham et compagnie, je pense l'année passée, c'est 30-40 000, peut-être même plus, illégalement, là, qui ont fait des demandes d'asile et qui vont essentiellement au Québec. Mais on n'a pas l'infrastructure pour garder ce monde-là. Et si on continue de la sorte, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont commencer à se révolter un peu parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et lorsqu'on n'est pas capable de se loger nous-mêmes et qu'on fait rentrer des étrangers, c'est pas parce qu'on est... xénophobe, c'est juste qu'on a une capacité d'intégration. Il faut que la machine suive aussi. Il va falloir que nos gouvernements pensent à ça. Par ailleurs, le premier ministre du Québec, M. Legault, il pense, mais en même temps, je pense pas qu'il y ait une grosse écoute du côté de Justin Trudeau. Malgré que Justin Trudeau vient de dire que ça faisait longtemps qu'il voulait fermer le chemin Roxham. Ouais, mais t'as dit ça quand, toi? Hey, je veux dire, en tout cas. Ça a été un gros questionnement cette semaine. Je vais revenir à la problématique du logement. Dans la région ici, il n'y en a pas tant que ça de logements. On sait qu'il y a encore, jusqu'à un certain point, une pénurie de main-d'œuvre. On a besoin d'amener des gens dans la région, mais on n'est pas capable de les loger. Depuis des mois déjà. C'est pas seulement, là, c'est un problème qui est à la grandeur du Québec, mais c'est un problème qu'on a aussi ici en région, là. Je présume que c'est moins pire dans le secteur de la Gaspésie parce qu'il y a beaucoup moins d'immigrants, mais tu sais qu'ici, on en a de plus en plus. Par ailleurs, on a beaucoup de Français, hein? C'est étonnant le nombre de Français qu'on a maintenant sur la Côte-Sud. Moi, je suis réellement content de ça. Tu sais que je connais mon amour pour la Nouvelle-France. Fait que lorsqu'il y a des Français qui arrivent, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, ça prend des logements. Oui, c'est ça. Et si on a un manque de logement, qu'est-ce que tu penses qu'il va y arriver? C'est l'offre et la demande et on va payer de plus en plus cher. Et on va s'appauvrir encore une fois. Et c'est déjà un peu ce qui a commencé. Exactement. On va se déplacer du côté des bonnes nouvelles maintenant. Parce que c'est quand même, c'est une possible bonne nouvelle. On est presque à la bonne nouvelle du côté de la Pocatière. On parle vraiment du tramway de Québec. Oui. Donc, absolument. Les véhicules qui seraient construits à la Pocatière. Ça peut être une bonne nouvelle, certes, pour la construction de véhicules à la Pocatière, à l'usine d'Alstom, qui est une usine française qui avait acheté la division de Bombardier. Mais en même temps, on va revenir du côté politique à Québec. Est-ce qu'il y a un référendum qui est passé concernant le tramway? Parce qu'on le sait qu'il y a plus que la moitié des gens, selon les sondages, qui ne veulent pas de tramway. Pourquoi le maire Marchand n'écoute pas sa population? C'est simple, si tu veux te valider, passe par référendum. Si ça dit oui, là, tu as les mains libres.
Le général de Gaulle, là, pendant son règne de presque 10 ans, il a fait, je pense, 7 ou 8 référendums. Le dernier, il l'a perdu. Je me souviens pas sur quel sujet. Il faudrait que j'y revienne, mais quand même, de toute manière, là n'est pas le but d'en parler. C'est juste pour te dire que lorsque tu as l'appui de la population, tu peux avancer. On est en démocratie. Et pourquoi la Ville de Québec n'y va pas avec un référendum alors qu'on sait que la population est plus ou moins en accord, même voire une majorité en désaccord avec le tramway? Pourquoi qu'on tente de nous rentrer ça dans la gorge alors que la population est contre? Moi, je fais juste rappeler qu'on est en démocratie. Il faut que tu écoutes ta population. Je ne comprends pas qu'on fait fi d'un référendum alors qu'on n'est réellement pas certain que la population veut, voire même qu'on n'en veut pas. Il y a longtemps été annoncé que l'élection de Bruno Marchand était presque un référendum pour bien du monde. Est-ce qu'il a été élu à 50 plus 1? Bon, est-ce que son... Non, mais attends un peu. Oui, c'est une bonne question. Non, mais pas les chiffres. Son programme électoral, est-ce que c'était basé exclusivement sur le tramway? Est-ce qu'on vote exclusivement sur le tramway lorsqu'on vote? Non, mais je pense que c'était clair que si non, c'était pas juste ça. Non, mais c'est ça. J'ai dit qu'il a été longtemps énoncé que c'était ça. Mais effectivement, c'était pas clair, là. C'est pas la même affaire qu'à l'époque, que si tu votais pour le PQ et qu'il y avait 50 plus 1 qui avaient voté Parti québécois, tu pouvais penser que les gens, c'était un peu comme une élection référendaire, alors que c'est pas arrivé, là, je tiens à le dire. Mais c'est pas le cas. Lorsque tu votes pour plusieurs raisons. Il y en a qui ont peut-être voté Bruno Marchand pour une autre raison, il y en a qui ont voté un autre candidat pour une autre raison, mais c'était pas un référendum sur le tramway, aucunement. Ça, je n'embarque pas dans cet argument-là. Bien, ça va rester à voir. Est-ce qu'il y aura effectivement un référendum? On a dit que les fils étaient presque attachés pour la question du tramway, mais effectivement, il reste... Le contrat n'est pas complètement signé. J'ai comme l'impression que la nouvelle est sortie aux dépens de Bruno Marchand hier. Il ne voulait pas nécessairement que ça sorte. Ça, je ne sais pas. Parce que Québec n'avait pas l'air au courant. Là. Je pense que la Ville de Québec était plus au courant que Québec. Même semblerait-il que le maire de la Pocatière n'était pas au courant. Effectivement, on le voyait, il avait l'air très, très surpris hier à Radio-Canada. Je pense qu'on a fuité l'information justement pour faire avancer le dossier du tramway, alors que, comme je l'ai dit précédemment, ça prend un appui populaire que le maire Marchand n'a pas actuellement. Mais il ne faut pas se le cacher, ça serait vraiment une bonne nouvelle pour la Pocatière. Oui, absolument, mais en même temps, c'est pas aussi important qu'avant. Je m'explique, c'est pas parce que je veux pas que les gens de la Pocatière ne travaillent pas, c'est que avant c'était Bombardier, on a mis énormément d'argent dans Bombardier, voire des milliards, 1 ou 2 milliards, et ce n'est plus Bombardier. Et là, en plus, on est dans une situation où il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Oui, c'est important pour la Pocatière, pour avoir des bons salaires, le développement, j'en suis conscient, mais c'est pas aussi important que là, mettons, 15 ans, lorsque Claude Béchard avait assuré qu'un contrat X allait avoir lieu à la Pocatière pour maintenir l'usine de la Pocatière en vie. La situation économique n'est pas la même. Ça ne veut pas dire que je suis contre. Si le tramway passe et que la population de Québec veut avoir un tramway et que ça se construit à la Pocatière, tant mieux, la démocratie aura parlé. En contrepartie, actuellement, je me répète, mais la démocratie ne s'est pas exprimée clairement envers le projet de M. Marchand. Et on continue à parler de problèmes de démocratie avec l'Ukraine. Absolument. L'Ukraine qui a promis, là, parce que tu sais que ça fait un an, à partir du 24 février, ça fait un an que les Russes ont envahi l'Ukraine. Et les Ukrainiens qui se préparent une contre-offensive, et d'ailleurs, ils ont beaucoup de pression des Américains pour exécuter l'offensive parce que les Américains ne pourront pas continuer à leur donner de l'équipement et de l'argent comme ça. Je veux dire, il y a énormément d'argent des pays occidentaux qui ont été vers l'Ukraine. Mais lorsque tu envoies des nouvelles armes, premièrement, c'est des armes qui sont hétéroclites, c'est-à-dire que tu vas avoir des Léopard 2, des Challenger, peut-être des chars Leclerc, des chars Abraham. Et comment tu fais pour tout coordonner ça sur le champ de bataille? En plus, il faut que tu formes tes troupes, absolument. Ouais. Tandis que les Russes, eux autres, sont formés, ça fait longtemps, et c'est un groupe homogène, de sorte qu'ils ont un commandement plus efficace. Et par ailleurs, les gens qui disent que Poutine est en train de perdre, c'est pas tout à fait vrai. Poutine, là, si vous n'avez pas compris ce qu'est la guerre d'Ukraine, c'est une guerre d'attrition, c'est une guerre d'usure. Et l'Ukraine et l'Europe commencent à être usés beaucoup, parce que là, en France, on blâme notamment le gouvernement français de dégarnir son armée au profit de l'Ukraine. Et je vais rappeler que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. C'est une situation assez particulière et je ne pense pas que Poutine soit dans une situation si pire que ça selon les médias occidentaux parce qu'il y a une des plus grandes armées du monde. Je rappellerai à nos téléspectateurs que la Russie possède au moins entre 10 et 15 000 chars d'assaut. C'est pas les 200-300 chars occidentaux qui vont faire la différence. Et par ailleurs, si on demande de l'équipement aux Occidentaux, c'est qu'on est en problème.
Et je pense par ailleurs que les Français, même les Américains, commencent à baisser les attentes. Macron récemment a dit qu'il ne souhaitait pas que les Russes soient écrasés. On veut une victoire. Mais si les Ukrainiens ne réussissent pas leur victoire, leur offensive du printemps, il va falloir qu'on s'assoie à la table des négociations. Et j'ai l'impression que c'est Poutine qui va avoir le dernier mot. Ben, disons qu'il ne cède pas grand-chose depuis le début. Absolument. On va dire ça gentiment comme ça. Mais on souhaite quand même bonne chance à tous les Ukrainiens qui sont ici au Québec, qui sont dans la région, à l'extérieur de la région aussi. Bien, on ne peut pas ne pas être avec eux, là, quelque part. Parce que c'est terrible ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne suis pas en faveur de la guerre. J'aimerais mieux que nos leaders internationaux s'assoient et trouvent une solution pacifique. Parce que lorsqu'on envoie des armes à l'Ukraine, avec le Canada, ou peu importe, tout le monde, oh, on est pour ça. Mais est-ce que c'est vous qui allez se battre aux côtés des Ukrainiens? Non, hein? Vous ne connaissez pas les horreurs de la guerre. La guerre, je pensais qu'après la Seconde Guerre mondiale, on aurait compris, mais visiblement, ce n'est pas le cas. On est encore dans des logiques de guerre. Et qui profite de la guerre? C'est pas le peuple. C'est l'industrie qui crée des armes, qui s'enrichit peut-être d'autres pays parce qu'il y a des intérêts. Mais le peuple ne bénéficie pas de la guerre. C'est juste des horreurs, des horreurs et des horreurs. Effectivement, Josée, il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus. Absolument. Je voulais te parler d'une peut-être bonne nouvelle, encore une fois. Je dis peut-être parce que ce sont des prévisions. Le taux d'inflation du Canada devrait chuter considérablement cette année, selon les observateurs. On sait que depuis plusieurs mois, on nous dit « Ah non, ça continue à monter ». Oui. Un mois après, non, ça continue à monter. Là, ça a commencé à baisser et on prédit, et moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir ça ce matin. Oui. La tempête a commencé à se dissiper, les pressions sur les prix ont diminué. C'est un texte de la presse canadienne ce matin qui nous fait voir ça. Ça laisse entrevoir l'espoir que la normalité de la croissance des prix puisse être rétablie. Donc, Statistique Canada a signalé cette baisse. Pour le mois dernier, on était à 5,9. Mais là, on dit que pour l'été, ça pourrait tomber. La Banque du Canada prévoit que l'inflation tombera à environ 3 d'ici le milieu de l'année, descendra à 2 en 2024. Ça veut dire souhaitable. Oui, c'est souhaitable. Par contre, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Ah non, ben non. Non. On a été chanceux pendant la pandémie et avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a eu beaucoup de salaires qui ont augmenté. Là, il faudrait que les salaires réaugmentent parce que les prix, là, il ne faut pas s'attendre à ce que ça baisse, mais ça ne sera pas facile. Il faut faire attention, c'est parce qu'il y a des compagnies qui ne sont pas capables de donner des salaires demandés. C'est ça le problème aussi, c'est que l'économie, c'est extrêmement complexe, puis il va falloir qu'on trouve des solutions, notamment le fait qu'on paye l'essence trop cher. C'est le diesel qui compte. Je pense que le diesel est au-dessus du 2 $. Et c'est pour ça que ça coûte extrêmement cher aussi. Dire qu'avant, on achetait des voitures diesel parce que c'était quelque chose. Oui, exactement, parce que c'est plus économique. Oui. Merci beaucoup, Josée. Je te souhaite une belle fin de semaine. Merci. Et bonne fin de semaine à vous également à la maison. Bonne fin de semaine à Jean Carbonneau à la réalisation et Michel Momini sera de retour lundi, bien sûr, pour l'émission Bonjour Côte-du-Sud. D'ici là, je vous dis déjà que lundi, Diane Allard sera au rendez-vous. Elle est du Centre Yvon Mercier. Il sera question de la chronique communication et relations. On va parler hockey aussi parce qu'il se passe pas mal d'affaires. Il y a des séries et on va faire le tour de ce qui se passe avec l'Everest. Il y a 3 matchs cette fin de semaine. Ce sera en compagnie de Luc Carbonneau lundi prochain à l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Mon nom est Marie-Ève Lamonde. Je vous souhaite une très belle fin de semaine.